ici le compteur. Ferme les yeux, respire lentement. Ce soir, je vais t'emmener dans un voyage particulier. Un voyage fait de secrets murmurés, d'opérations invisibles, d'ombres et de silences figés dans le givre de l'histoire. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un conte, mais une réalité soigneusement dissimulée. Une époque où le monde vivait au bord du précipice, sans jamais vraiment sombrer. La guerre froide, deux empires face à face, l'un à l'ouest, l'autre à l'est. Deux visions du monde, deux rêves de puissance, mais une même peur sourde, celle de l'autre. Entre eux, pas de canon qui tonne, pas de tranchées, pas de bataille hurlée dans la boue, juste un souffle glacé qui parcourait la planète, invisible et tendu. Et pourtant, dans cette guerre sans guerre, tant de choses se sont jouées dans l'ombre. Des vérités effacées, des projets démesurés, des choix terrifiants et des coïncidences troublantes. Ce soir, je vais t'en raconter quelques-unes. Pas toutes, mais celles qui, peut-être, te feront voir cette époque autrement. Alors allonge-toi, laisse ton esprit flotter et écoute simplement. Tout commence maintenant. Imagine, tu marches dans une rue tranquille, dans une ville comme Berlin, Vienne ou Washington. Il fait frais, les lampadaires s'allument doucement, les passants rentrent chez eux, les volets se ferment. Tout semble paisible. Mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'à quelques mètres sous tes pieds, un monde entier s'active. Un monde de silence, de codes murmurés, de regards échangés trop vite, de micros cachés dans les murs, de documents photographiés en secret. Durant la guerre froide, les grandes capitales du monde occidental et soviétique sont devenues des scènes de théâtre où chaque acteur joue un rôle, mais où personne ne connaît vraiment le scénario. Les espions étaient partout, des diplomates qui n'en étaient pas, des employés d'ambassade qui manipulaient des mallettes bourrées de secrets, des standardistes, des mécaniciens, des professeurs, même des prêtres, parfois, qui vivaient une double vie sans que personne ne le sache. À Berlin, par exemple, une guerre souterraine s'est déroulée loin des regards. En 1954, la CIA et les services secrets britanniques ont commencé à creuser un tunnel. Pas un petit passage discret, non, un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie, long de 450 mètres, destiné à intercepter les communications téléphoniques de l'armée soviétique à Berlin-Est. Ce projet, nommé Opération Gold, a duré plus d'1 an. Des tonnes de terre ont été évacuées en secret, des ouvriers ont travaillé sous fausse identité, parfois même sans savoir pour qui ils œuvraient vraiment. Et pourtant, malgré tous ces efforts, ce tunnel était déjà compromis avant même d'être achevé. Un agent double du nom de George Blake, infiltré au sein des services britanniques, avait averti les soviétiques dès le début. Mais au lieu de détruire le tunnel, les soviétiques ont fait semblant de ne rien savoir. Pendant près d'1 an, ils ont laissé les Occidentaux intercepter des données, des conversations, des faux documents, une stratégie pour semer la confusion. Lorsque le tunnel a été finalement découvert en 1956, tout semblait authentique. Sauf que la plupart des informations récoltées n'avaient aucune valeur stratégique réelle. Dans les ambassades, les micros se cachaient dans les cadres, les horloges, les stylos. Des murs entiers étaient truffés de dispositifs d'écoute. À Moscou, dans les années 40, les soviétiques avaient offert un cadeau apparemment innocent à l'ambassadeur des États-Unis, un grand sceau en bois, sculpté à la main, représentant l'aigle américain. Il fut accroché dans son bureau. Ce n'est que des années plus tard que l'on découvrit qu'il contenait un micro passif, activé à distance par une onde radio. Un exploit technique bien en avance sur son temps, et signé du génial ingénieur soviétique Léon Térémine. Oui, le même Térémine qui inventa l'instrument de musique étrange au son fantomatique.
L'espionnage, à cette époque, ne se résumait pas à des gadgets. C'était une science, un art, une obsession. On apprenait à écrire avec de l'encre invisible, à transmettre des messages en pliant une feuille d'une certaine manière, à dissimuler des plans dans une boîte d'allumettes. Chaque valise pouvait cacher un appareil photo miniature. Chaque rencontre dans un parc pouvait être une transmission de données. Mais le plus fascinant, c'est que cette guerre de l'ombre ne se jouait pas seulement entre États. Elle se jouait aussi entre hommes et femmes ordinaires. Certains espions n'étaient pas des agents entraînés, mais de simples personnes prises dans les filets de l'histoire. En Allemagne, un jeune étudiant militant pacifiste se retrouve approché par des hommes bien habillés. Ils lui offrent un voyage, un peu d'argent et un rôle, recopier les plaques d'immatriculation des voitures entrant dans une base militaire américaine. Il accepte, puis on lui en demande un peu plus, des photos, des notes, des noms. À chaque étape, il s'enfonce un peu plus, sans savoir s'il travaille vraiment pour la paix ou s'il est devenu un pion de plus sur l'échiquier géopolitique. Dans l'autre camp, des dissidents soviétiques risquent leur vie pour faire passer des informations à l'Ouest. Des manuscrits interdits, des preuves de répression, des chiffres économiques maquillés. Le KGB, redoutable service de renseignement, traquait ces traîtres avec une efficacité terrifiante. Mais certains échappaient au filet, grâce à des messages dissimulés dans des livres, grâce à des rencontres dans des forêts, dans des cimetières, ou sous la pluie, là où les micros ne pouvaient rien capter. On ne peut pas parler d'espionnage sans évoquer le monde parallèle de la désinformation. Car l'objectif n'était pas seulement de voler des secrets, mais aussi de manipuler la vérité, faire croire à l'existence d'armes fictives, exagérer les avancées technologiques, diffuser de fausses informations dans la presse ennemie. Cela s'appelait l'intox, et certains pays y excellaient. Une simple rumeur bien placée pouvait provoquer des décisions stratégiques majeures. Un faux rapport, une fausse fuite dans un journal, une photo retouchée, et le camp adverse pouvait perdre des mois, voire des années, à répondre à une menace qui n'existait pas. Même les satellites étaient piégés. Certains envoyaient de fausses images pour faire croire à la construction d'une base militaire. D'autres transmettaient des signaux codés en boucle, sans véritable contenu, pour occuper les analystes ennemis. L'information devenait une arme. Et dans cette guerre, chaque mot, chaque geste, chaque silence comptait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'espionnage pendant la guerre froide n'était pas une série de missions spectaculaires comme dans les films. C'était surtout de l'attente, de l'observation, des gestes minuscules, répétés encore et encore dans l'ombre. Et pourtant, c'est cette patience, cette invisibilité qui a peut-être empêché que les bombes ne tombent. Les espions n'étaient pas toujours des héros. Ils étaient parfois lâches, parfois brillants, parfois monstrueux. Mais ils ont été les témoins directs d'une époque suspendue entre deux mondes. Une époque où tout pouvait basculer et où pourtant rien n'a explosé. Pas encore. Imagine un silence pesant, suspendu dans l'air, comme un souffle retenu. C'est dans ce silence que les plus puissantes armes jamais conçues par l'humanité ont vu le jour, pas pour être tirées, mais pour exister, pour peser, pour faire peur. Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique ont conçu des engins capables d'anéantir des millions de vies en quelques secondes. Des bombes si puissantes que leur seule idée suffisait à tordre les décisions politiques. On les appelait dissuasion, comme si le mot suffisait à adoucir ce qu'il cachait. À la fin des années 50, les soviétiques testent une bombe à hydrogène, surnommée la Tsar Bomba. C'était l'arme la plus puissante jamais fabriquée. Son explosion aurait pu raser une ville entière, et les souffles de chaleur auraient atteint des centaines de kilomètres.
Le jour du test, au-dessus d'une île reculée de l'Arctique, l'onde de choc a fait 3 fois le tour de la planète. Et pourtant, elle n'a jamais été destinée à être utilisée. C'était un message, une démonstration. Les Américains, de leur côté, avaient leurs propres monstres, les Minuteman, les Titans, des missiles enfouis dans des silos, prêts à être lancés en quelques minutes. Mais il y avait pire, les sous-marins, invisibles, silencieux. Ils voguaient dans les profondeurs, chargés de missiles nucléaires. Ils pouvaient frapper depuis n'importe où, à n'importe quel moment. Leur simple existence garantissait que si une attaque était lancée, la réponse viendrait et qu'il ne resterait plus rien. On appelait ça l'équilibre de la terreur, un équilibre fragile, presque absurde, fondé sur l'idée que personne ne tirerait le premier, parce que tout le monde savait ce qui arriverait ensuite. C'était un jeu sans gagnant, mais ce qui rendait cet équilibre encore plus inquiétant, c'était l'automatisation. Dans les années 80, l'Union soviétique met en place un système nommé périmètre, un nom discret pour une machine terrifiante. En cas d'attaque nucléaire détectée, ce système pouvait lancer une contre-attaque automatique, même si tous les dirigeants avaient été tués. Une machine conçue pour frapper, même dans le vide. De leur côté, les Américains disposaient du système Dead Hand, tout aussi impitoyable. Le monde était devenu un échiquier peuplé d'ordinateurs, de radars, de signaux codés, et parfois, une simple erreur aurait pu tout déclencher. En 1983, un homme a sauvé le monde. Il s'appelait Stanislav Petrov. Officier soviétique, il surveillait les satellites d'alerte nucléaire. Une nuit, l'ordinateur signale un tir de missile en provenance des États-Unis, puis un deuxième, un troisième. Tous les signaux indiquent une attaque. Selon le protocole, Petrov devait immédiatement transmettre l'alerte. Mais il hésite. Il sent que quelque chose cloche. Pourquoi une attaque si faible? Pourquoi seulement quelques missiles? Il décide de ne rien dire, d'attendre. Et il avait raison. C'était une fausse alerte, provoquée par un reflet solaire mal interprété par les capteurs. Mais si Petrov avait agi comme prévu, une guerre mondiale aurait pu commencer. Un homme, un doute, une intuition, et le monde a continué de tourner. Il n'a jamais été décoré. À l'époque, son silence aurait pu être vu comme une trahison. Ce genre d'incident n'était pas rare. Des avions détectés par erreur, des exercices militaires interprétés comme des menaces réelles, des câbles coupés, des messages mal codés. Chaque jour, le risque était là, invisible, et pourtant, la paix a tenu, non pas grâce à la sagesse des dirigeants, mais peut-être grâce à la peur, une peur glaciale, partagée des deux côtés, la peur de tout perdre. Dans les écoles, on apprenait aux enfants à se cacher sous les bureaux en cas d'explosion. On construisait des abris dans les jardins. On distribuait des brochures sur quoi faire en cas d'attaque nucléaire, comme si cela pouvait servir à quelque chose. Mais ce qu'on ne disait pas, c'est qu'il n'y avait pas de solution. En cas de guerre nucléaire, il n'y aurait eu ni survivants, ni victoire, juste des ruines silencieuses et des cendres. C'est peut-être cela, le paradoxe le plus étrange de la guerre froide. C'est l'invention de la fin du monde qui a empêché qu'elle n'arrive. Les armes que personne ne devait utiliser sont devenues les gardiennes d'une paix improbable. Une paix construite non sur la confiance, mais sur la certitude de l'anéantissement mutuel. Et pendant ce temps, les missiles dormaient, enterrés sous la terre, cachés sous les mers, en attente, comme des géants de métal, endormis dans le noir. Ferme les yeux et imagine que tu tombes par hasard sur une vieille radio. Tu tournes le bouton, lentement, à la recherche d'une fréquence. Il y a du souffle, des grésillements, puis soudain, une voix, monotone, mécanique, une voix qui égrène des chiffres,
des lettres, parfois un mot étrange dans une langue inconnue, puis silence, et ça recommence. Encore, encore. Ce que tu entends, ce sont des stations fantômes, des radios qui ne diffusent aucun programme officiel, pas de musique, pas d'actualité, pas de publicité, juste une litanie cryptique, rythmée, presque hypnotique. Ces voix dans les ondes, on les appelle les stations à nombre. Elles sont apparues dans les années 50, au cœur de la guerre froide, et certaines émettent encore aujourd'hui. Personne ne les annonce, aucune station ne les revendique, et pourtant elles existent, partout dans le monde, sur de multiples fréquences, parfois visibles, parfois dissimulées dans le bruit. On pense qu'elles étaient, et sont peut-être toujours, utilisées par les services de renseignement pour transmettre des messages codés à leurs agents. Un message qu'aucun civil ne pourrait déchiffrer. La technique est vieille, mais redoutablement efficace. Un code à usage unique. Une grille partagée une seule fois entre l'émetteur et le destinataire. Chaque séquence de chiffres correspond à une lettre, un mot, un ordre. Une fois le message reçu, la grille est détruite. Impossible à intercepter, impossible à décoder. Et ce qui rend ces stations encore plus troublantes, c'est leur ambiance. Certaines commencent par une comptine, d'autres par une voix d'enfant, un carillon ou une mélodie nostalgique, comme si elles cherchaient à attirer l'attention de ceux qui savent écouter, comme si au-delà des chiffres se cachait quelque chose de plus profond. En Allemagne, une station connue sous le nom de Gong diffusait une série de sons semblables à des cloches, suivis d'un défilement de nombres en allemand. À Cuba, une voix féminine lisait inlassablement des séquences numériques en espagnol. En Russie, la fameuse buzzer émettait un bourdonnement constant, interrompu parfois par une voix grave qui énonçait des mots incompréhensibles. Et ce qui est fascinant, c'est que ces stations ne cessaient jamais, jour et nuit, parfois pendant des années. Même quand l'Union soviétique s'est effondrée, certaines ont continué, comme si personne ne savait plus comment les éteindre, ou comme si elles avaient été programmées pour durer bien au-delà de ceux qui les avaient créées. Des passionnés ont tenté de les enregistrer, de les cartographier, de les comprendre. Certains ont passé des nuits entières à écouter, à noter les séquences, à comparer les heures. Une communauté d'auditeurs s'est formée, discrète mais tenace. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas un jeu. Ces stations existent et elles posent une question troublante. Qui écoute encore? Qui parle? Et surtout, que disent-elles? Peut-être que les messages sont toujours actifs, que des agents, quelque part, tendent encore l'oreille. Peut-être que les mots n'ont plus de sens, mais continuent à tourner dans le vide, comme des échos d'un monde révolu. Ou peut-être que ces voix, ces chiffres, ces tonalités sont devenus des fantômes, des reliques sonores d'une époque où tout passait par le secret, une époque où les ondes étaient un champ de bataille invisible, car la guerre froide ne se jouait pas seulement dans les airs ou sous la mer, elle se jouait aussi dans le spectre électromagnétique. Des satellites écoutaient tout, des avions comme les RC-135 tournaient aux frontières pour capter les transmissions, des antennes géantes fouillaient le ciel, cherchant les moindres signaux. Il y avait des radars, des interférences, des bruits parasites, et dans ce chaos organisé, les stations à nombre étaient comme des balises, silencieuses, régulières, incompréhensibles. Le plus étrange, c'est que certaines stations ont recommencé à émettre à des moments clés de notre histoire récente, lors de tensions internationales, de conflits discrets, d'alertes militaires, comme si elles ne s'étaient jamais vraiment arrêtées, comme si le monde de l'ombre, celui des agents, des missions secrètes et des codes silencieux, continuait à vivre en marge, hors du temps,
Alors la prochaine fois que tu entends un vieux grésillement, un son étrange ou une voix lointaine sur une fréquence oubliée, prête l'oreille. Peut-être que tu capteras quelque chose que tu n'étais pas censé entendre. Peut-être qu'un message quelque part voyage encore à travers les airs, cherchant un récepteur qui ne viendra jamais. Ou peut-être que le message, c'était simplement ce silence que tu viens d'écouter. C'était en octobre 1962, un mois comme les autres pour beaucoup, mais dans les couloirs des ambassades, dans les sous-sols du Pentagone, dans les bureaux du Kremlin et dans les silos de missiles enterrés aux quatre coins du monde, ce n'était pas un mois comme les autres. C'était le mois où le monde a frôlé l'irréparable. On l'a appelé la crise des missiles de Cuba. Mais ce nom ne dit pas tout. Il ne dit pas la tension dans l'air, les silences lourds dans les couloirs, les regards échangés sans un mot. Il ne dit pas les avions en vol permanent, les doigts posés sur les boutons, les codes d'activation en attente. Tout a commencé par une découverte. Des avions espions américains survolant l'île de Cuba prennent des photos. Sur ces images, des formes nettes, reconnaissables, des rampes de lancement de missiles, des missiles soviétiques, à moins de 200 km des côtes américaines. Pour les États-Unis, c'est inacceptable. Pour l'Union soviétique, c'est une réponse logique à l'installation précédente de missiles américains en Turquie, juste à la frontière de l'URSS. Mais à ce moment précis, la logique importe peu. Ce qui compte, c'est la peur et le temps. Le président John F. Kennedy réunit son état-major. Certains veulent bombarder immédiatement. D'autres suggèrent une invasion. Mais Kennedy choisit une autre voie, le blocus. Un mot choisi avec soin. Pas blocus naval, ce serait un acte de guerre. On parle alors de quarantaine. Une ligne invisible, un cercle de surveillance autour de l'île. Aucun navire soviétique ne doit passer. Mais ils avancent, lentement. Des cargos, des navires militaires, chargés ou non, nul ne le sait. Les États-Unis renforcent leur alerte. Les avions décollent, les missiles sont mis en position. Partout sur Terre, les forces sont en veille. En alerte maximale, on surveille le ciel, les mers, les codes, les fréquences. Et surtout, on attend. Jour après jour, l'angoisse monte. À Washington comme à Moscou, chaque décision pèse des tonnes. Chaque mot transmis par radio, chaque phrase prononcée au Conseil de sécurité des Nations Unies peut faire basculer l'équilibre. Mais ce que l'on sait moins, c'est que des incidents isolés ont failli tout faire exploser, comme ce sous-marin soviétique, le B-59, détecté au large de Cuba. Pris pour cible par des grenades sous-marines de la marine américaine, il plonge, coupé du monde. À bord, l'équipage pense qu'une guerre nucléaire a peut-être commencé. Le commandant veut riposter, lancer une torpille nucléaire. Il en a l'autorisation, mais il faut l'accord de 3 officiers. 2 acceptent. Un seul refuse. Il s'appelle Vassili Arkhipov. Grâce à lui, la torpille reste dans le tube. Et l'histoire continue. Le 27 octobre, un avion américain est abattu au-dessus de Cuba. La tension est à son comble. Ce jour-là est considéré par les historiens comme le plus dangereux de toute l'histoire humaine. Le monde est passé à quelques minutes de l'apocalypse. Mais quelque chose change. En coulisses, des messages sont échangés, des propositions discrètes, retirer les missiles de Cuba contre le retrait des missiles américains de Turquie. L'accord se dessine. Il ne sera pas annoncé tout de suite. Il sera même nié dans ses détails. Mais l'essentiel est là. Les bateaux soviétiques font demi-tour. Les missiles sont démontés. Le monde respire. Personne ne le sait encore. Mais ce moment marque un tournant. Les dirigeants comprennent qu'il faut un moyen de parler plus vite. Un lien direct.
C'est à ce moment-là qu'on installe la fameuse ligne rouge entre la Maison Blanche et le Kremlin. Un téléphone direct? Non, un téléx, plus fiable, plus discret. Une ligne pour que les présidents puissent se parler, sans intermédiaire, sans délai. Le monde a survécu, mais il a changé. Les gens dans les rues n'ont peut-être pas tout compris, mais ils ont ressenti quelque chose. Une fatigue, une peur sourde, le sentiment que tout peut basculer en un instant. Depuis, la crise de Cuba est devenue un cas d'école. Elle est étudiée dans les universités, les académies militaires, les séminaires de diplomatie. Mais ce que l'on oublie, c'est que pendant ces 13 jours, ce n'est pas la stratégie qui a sauvé le monde. C'est peut-être simplement l'humanité, l'intuition d'un homme dans un sous-marin, le sang-froid d'un président, le doute d'un conseiller, des choix minuscules, des gestes retenus, et ce souffle suspendu qui a traversé la planète entière, un souffle que peut-être certains ont encore dans la mémoire, comme un frisson venu d'un autre temps. Il existe un lieu où le froid est si intense que le temps semble s'y figer, un lieu si blanc, si silencieux, qu'on pourrait croire que rien ne s'y est jamais passé. Et pourtant, sous les neiges éternelles du Groenland, sous les vents glacés et les couches de glace vieilles de milliers d'années, se cache une histoire que peu connaissent, une base secrète, un projet oublié, un rêve de guerre figé dans le givre. Son nom était Camp Century. Nous sommes dans les années 60. En pleine guerre froide, les États-Unis décident de construire une installation militaire au nord-ouest du Groenland, officiellement pour la recherche scientifique. Mais derrière cette façade, un plan bien plus ambitieux, installer un réseau de missiles nucléaires sous la glace, invisible, mobile, capable de frapper à tout moment. Le projet secret s'appelait Iceworm. Son objectif était audacieux, presque irréel. Creuser un réseau de tunnels sur plus de 3000 kilomètres, créer une ville souterraine mobile, autonome, cachée sous les glaces. Camp Century n'était que le prototype, une base expérimentale, creusée avec des machines spéciales, construite en modules métalliques, alimentée par un petit réacteur nucléaire. Oui, un réacteur nucléaire, sous la glace du Groenland. Pendant un temps, tout semble fonctionner. Les scientifiques vivent là-bas, dans des couloirs glacés, entre laboratoire et dortoir. On y teste l'équipement, on y mesure le comportement humain en conditions extrêmes, on y rêve de progrès technologiques. Mais très vite, les ingénieurs se rendent compte d'un détail qu'ils avaient sous-estimé. La glace bouge, lentement, certes, mais suffisamment pour déformer les tunnels, fragiliser les structures, menacer la sécurité. Le sol n'est pas aussi stable qu'espéré, et le rêve commence à se fissurer. Le projet Iceworm est discrètement abandonné. Camp Century, lui, est fermé en 1967. Les Américains repartent. Le matériel est démonté partiellement. Le réacteur est retiré, mais le reste est laissé sur place. Les tunnels sont laissés à la glace. Le carburant, les déchets, les matériaux, les idéaux usés. On pensait alors que tout resterait figé pour l'éternité, emprisonné sous des mètres de glace. Mais aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, ces anciennes installations remontent à la surface. Ce que l'on croyait enfoui pour toujours refait lentement apparition, et avec elle, leur secret. Camp Century est devenu un symbole étrange, celui d'une époque où l'on imaginait que même le pôle Nord pouvait devenir un champ de bataille, celui d'une ambition technologique sans limite, mêlée à une inconscience presque poétique. Car au fond,
Creuser des tunnels nucléaires sous un glacier, c'est croire que la nature restera immobile pour toujours. Ce n'était pas le seul projet audacieux. Ailleurs dans l'Arctique, des avions espions survolaient les zones les plus froides. Des stations d'écoute étaient installées sur des îles battues par les vents. Des bases temporaires voyaient le jour sur la banquise avant d'être abandonnées, reprises, déplacées. L'espace gelé devenait un terrain stratégique, là où personne ne regardait, là où les radars avaient du mal à percer. Et au cœur de cette stratégie, l'idée simple mais glaçante, si la guerre devait éclater, même les lieux les plus hostiles deviendraient des zones de combat. Le froid n'était plus un obstacle, il devenait une arme. Mais ce que les stratèges n'avaient pas prévu, c'est que la glace garde la mémoire. Elle conserve les traces, elle referme les cicatrices, mais ne les efface pas. Aujourd'hui, des scientifiques étudient encore les vestiges de Camp Century. Ils sondent les profondeurs, observent que les déformations, mesurent les fuites. Ce qui était une base militaire secrète est devenu un laboratoire à ciel ouvert sur les erreurs du passé. Et quand on marche sur cette glace, on peut presque entendre le murmure des machines arrêtées, des pas d'hommes disparus, des voix étouffées par le vent. On peut sentir la présence d'un temps suspendu, d'un rêve d'acier abandonné, car Camp Century, c'est plus qu'une base. C'est une trace de cette époque où la guerre pouvait surgir de n'importe où, même du cœur du froid. Et aujourd'hui encore, sous la surface, peut-être qu'il reste des objets, des documents, des empreintes, des souvenirs que la glace conserve, patientant sous le poids du silence, jusqu'au jour où ils referont surface, lentement, implacablement, comme tous les secrets de la guerre froide. Et maintenant, que reste-t-il ? Que reste-t-il de cette guerre sans bataille, de cette peur figée, de ces années où le monde vivait suspendu à un fil invisible? Il ne reste pas de monuments, ni de statues, ni de champs de ruines. Il ne reste pas de récits héroïques au grand jour, ni de cérémonies en mémoire des soldats tombés. Car la guerre froide fut une guerre d'ombre, une guerre sans cri, une guerre où l'arme principale était le silence. Ce qu'il reste, ce sont des traces, des vestiges cachés dans la terre, dans la glace, dans les papiers jaunis des archives. Ce qu'il reste, ce sont des bases abandonnées, des tunnels effondrés, des micros oubliés derrière les murs de vieilles ambassades. Ce qu'il reste, ce sont des silences dans les témoignages, des zones floues dans les cartes, des visages que personne n'a jamais reconnus, des gens qui ont vécu toute leur vie dans le mensonge, qui ont aimé sous une fausse identité, qui ont transmis des secrets sans savoir s'ils étaient vrais. Ce qu'il reste, ce sont des fragments, des documents partiellement déclassifiés, des histoires racontées à demi-mot, tard dans la nuit, dans des livres qui se lisent comme des romans, mais qui n'inventent rien. Ce qu'il reste, c'est une étrange sensation, celle d'un monde qui a frôlé l'abîme sans jamais y tomber, et qui, pour ne pas y sombrer, a dû inventer des règles, des codes, une logique tordue, où l'on construisait des armes pour ne pas s'en servir, où l'on plaçait des hommes dans l'ombre pour éviter que d'autres appuient sur un bouton. Ce qu'il reste, c'est la peur. Pas une peur vive, brutale, mais une peur sourde, lente, celle qui s'installe dans les habitudes, dans les discours, dans les silences. Une peur devenue réflexe, incrustée dans les institutions, dans les décisions, dans les visages sérieux des chefs d'État. Et peut-être ce qu'il reste le plus, ce sont les questions, les « et si ». Et si un missile avait été tiré par erreur? Et si Petrov avait fait ce qu'on attendait de lui? Et si un sous-marin avait mal interprété une explosion sous-marine? Et si un espion avait transmis un faux signal, une mauvaise information? Combien de fois le monde a-t-il tenu à une intuition, à un refus, à un regard? Combien de fois le sort de millions d'âmes a-t-il reposé sur un doute,
sur un souffle, sur un homme seul face à une machine, ce qu'il reste aussi, c'est le goût du secret. Même aujourd'hui, bien des archives restent fermées, bien des opérations ne seront connues que dans des décennies, certains noms resteront dans l'oubli, certaines histoires ne seront jamais racontées, et peut-être que c'est mieux ainsi, car cette guerre-là, elle n'a jamais vraiment pris fin. Elle a changé de visage. Elle a troqué les bunkers contre les réseaux, les micros contre les algorithmes, les frontières contre les câbles sous-marins, mais elle est toujours là, tapie, silencieuse, dans les discours prudents, dans les alliances méfiantes, dans les regards que se lancent encore les puissants. Elle a laissé un héritage, un monde façonné par la peur, mais aussi par l'ingéniosité, un monde où l'on a su, malgré tout, éviter l'impensable, un monde qui a appris à se surveiller pour ne pas s'éteindre. Et pourtant, dans les sous-sols de certaines capitales, dans les bases reculées, dans les centres de commandement enterrés sous des montagnes, il y a encore des systèmes en veille, des protocoles, des codes, des silos refermés mais jamais désactivés, des plans mis à jour, des simulations refaites, comme si le passé n'était jamais tout à fait passé. Alors ce qu'il reste peut-être, c'est cette étrange vérité. La guerre froide n'était pas seulement une période de l'histoire, c'était un état du monde, une façon de tenir l'équilibre dans le chaos, un équilibre absurde, mais qui a fonctionné. Et ce qu'il reste, enfin, c'est la mémoire, pas celle qu'on expose, celle qu'on murmure, celle qu'on raconte à voix basse, tard le soir, quand le sommeil approche, celle qu'on ne lit pas dans les manuels mais dans les silences, dans les gestes, dans les objets oubliés. Cette mémoire-là, c'est celle que tu viens d'entendre. Une mémoire d'ombre, de peur, de patience. Une mémoire qui dort sous la glace, dans les ondes, dans les murs, dans les câbles. Une mémoire qui attend, tranquillement, que quelqu'un écoute, comme toi ce soir. Si cette histoire vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le Conteur. À bientôt pour de nouvelles histoires.